Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes derrière votre petit écran, c'est TV07 et c'est désormais votre nouveau rendez-vous cuisine, votre rendez-vous hebdomadaire où nous sommes aujourd'hui chez Matal, magasin Matal, rue Ampère à Aubenas, où désormais nous allons officier chaque semaine pour cette nouvelle émission de cuisine qui s'appelle Toc Toc Toc, qui est là? Alors aujourd'hui, qui est derrière cette porte? Eh bien, nous allons accueillir un grand chef du département. Il se trouve à quelques kilomètres d'Aubenas. C'est une auberge magnifique, une auberge qui s'appelle l'auberge de Montfleury. C'est son épouse Angèle qui vous accueille du plus beau des sourires. En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau Richard Rocle. Richard, bonjour. Bonjour Franck. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Bon, Ravi d'être là. Nous sommes en pour tout la cas première avec toi. Voilà. Et... Ça te fait d'être un peu de parrain d'honneur comme ça. Ouais, c'est toujours plaisant. C'est toujours agréable. Ça sent encore la peinture. Complètement. Tu on vas va essuyer un peu les plâtres voilà, de cette première les émission. casseroles après. Voilà, avec grand plaisir en tout cas. Parle-nous un petit peu de ton restaurant, de cette auberge, Montfleury. Très belle table. Montfleury, ouais, c'est une maison qu'on a repris il y a une dizaine d'années, donc comme tu l'as dit avec mon épouse. Voilà, donc c'est une maison qui a quand même une grosse emprise dans le paysage de la restauration ardéchoise. Comment devient-on cuisinier dans ton histoire, ton parcours? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, moi c'est mon métier, je vais en faire parce que c'est un métier passion, c'est un sacerdoce? Ouais, c'est un métier passion, c'est ça, complètement, voilà. oui, complètement. Ça c'est quelque chose qui est important. Enfin, disons, la restauration gastronomique, à mon sens, c'est vraiment un métier passion. C'est un métier très exigeant, physique, très chronophage. Donc voilà, il faut s'y engager corps et âme. Après, voilà, qu'est-ce qui, pour mon cas, m'a fait plonger dans les marmites? Je pense qu'à la base, c'est la gourmandise, c'est aimer bien manger. C'est la remarque un petit peu bateau, mais qui est vrai pour beaucoup de cuisiniers. C'est une maman qui cuisine bien, une grand-mère, des belles tables de famille. On partage, on discute, on échange. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis bon, un jour, à 13 ans, j'ai dit à mes parents, je vais faire cuisinier. Et depuis cet âge-là, j'ai jamais trahi mon métier. Enfin, j'essaye. Dans la continuité, Monsieur Rageot, tu en parles. Monsieur Rageot qui t'a donné l'envie. C'est quoi? C'est un maître pour toi? Oui, c'est mon maître. Oui. C'est l'homme qui a su susciter l'étincelle qui brûle toujours. 13-14 ans, mon père, par une relation, connaissait ce chef, connu dans ma région d'origine, la Loire, et un stage, deux stages, le feeling, et puis il m'a pris sous son aile, et puis voilà, puis c'est objectivement, au quotidien, je lui dois beaucoup à ce monsieur. Qu'as-tu décidé de faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, deux produits ardéchois. Le produit qui est au centre du plat, c'est la truite de l'Ardèche, parce que d'abord c'est un produit que j'aime beaucoup travailler. J'aime beaucoup le poisson dans tout son ensemble. Donc en Ardèche c'est compliqué de trouver des Saint-Jacques, de trouver même évident, si on en trouve à l'auberge. Mais donc voilà, donc la truite de l'Ardèche, et puis bon, avec un produit qui est en pleine saison, c'est l'asperge. Et donc là ça sera des asperges vertes qu'on va travailler en risotto, une manière un petit peu originale de manger l'asperge et de la travailler. Et c'est les asperges qui m'ont été ramenées par ma petite maraîchère de Saint-Thomé, voilà, et qui sont ici, qui sont présentées et préparées là. Allons-y. Donc je vais vous présenter déjà donc la truite de l'Ardèche. Donc on a commencé le travail un petit peu en amont pour gagner du temps, on vous cache rien. Donc filet de truite de l'Ardèche, voilà. Donc joli filet. Un petit mot sur le choix et la qualité d'un poisson. Voilà, ça ce serait bien pour nos téléspectateurs. Voilà. Ce qui est très important, alors dans le cas présent de la truite, il faut un poisson qui soit très brillant. La brillance du produit est un gage de fraîcheur parce que tout poisson a un mucus sur la peau. Et plus le poisson avance dans le temps, plus ce mucus s'en va. Et après on a un produit qui est relativement terne. Et on est loin d'un produit frais. Après, il y a des petits trucs pour voir un produit, donc il y a ce côté brillant. Si vous prenez la peau du poisson, que vous arrivez à l'enlever facilement, à mon avis, ne cherchez pas à le cuisiner, c'est trop tard. Voilà, et puis bon, de toute façon, on le voit, c'est un produit qui
qui est souple tout en étant ferme. Et puis bon, c'est un produit appétant. Je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen que de se fier à son regard pour pouvoir trouver la qualité d'un produit. C'est un produit qu'on a envie de manger, donc on peut y aller, je serais tenté de dire, les yeux fermés. Donc je vais vous présenter rapidement les ingrédients pour le plat. Le filet de truite qu'on va préparer un petit peu avant de le mettre en cuisson. Des asperges qu'on va tailler en petites brunoises. Donc une brunoise en cuisine, c'est des petits dés. On va garder les sommités pour faire des petits copeaux pour agrémenter un petit peu au niveau de la présentation. Quelques radis qu'on ne va pas travailler crus, qu'on va travailler légèrement cuits, qui va être agrémenté avec le risotto d'asperges. Et dans le risotto d'asperges, on va faire une petite chiffonnade de feuilles de panais. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aussi dans une volonté d'essayer de travailler le produit le plus loin possible. C'est-à-dire qu'on a des panais. Alors les panais, j'en ai pas amené ici, mais c'est comme une grosse carotte. Oui, c'est une grosse carotte blanche. Comme c'est de la culture locale, et bon, on a les fans. Et les fans, le réflexe premier, aujourd'hui, on ne jette plus rien. Ben oui, le réflexe premier, c'est qu'on va les mettre à la poubelle, on va les donner aux poules. Mais vous verrez qu'en les cuisinant, on arrive à quelque chose de très sympathique. Et donc là, j'ai pris le parti de les cuisiner dans le risotto. On pourrait très bien faire une soupe, on pourrait très bien faire une chlorophylle, un coulis. Enfin voilà, il y a plein de solutions. Donc la truite, les légumes, les petites plantes et fleurs aromatiques, ça sera pour l'esthétisme du plat. Et puis là, je vous ferai un petit focus sur une petite préparation qui apportera le croustillant dans la dégustation de l'assiette. Donc là, on va commencer par préparer le filet de truite pour notre recette. Donc le filet, je l'ai paré un petit peu donc pour enlever un petit peu l'excédent. On va commencer par le désarrêter pour avoir quelque chose d'agréable à la dégustation. Bien évidemment. Ne pas avoir les arêtes. Les arêtes, on les sent en passant le doigt. Donc je prends ma pince et je tire délicatement l'arête. Alors, un petit truc. Là, on a le côté de la tête. Là, on a la queue. Bon, moi je tiens ma pince de cette main-là. Donc je mets la main avec ma pince du côté où il y a la tête. Parce que les arêtes sont légèrement en biais. Si je faisais l'inverse, en tirant mon arête, je déchirerais ça, voilà, la truite. Et ça serait dommage, vous comprendrez sur la recette. Donc voilà, c'est une petite séance d'épilation. Voilà, c'est important parce que c'est vrai que c'est des petites arêtes fines. Alors tout ce qui est poisson de rivière, c'est souvent des poissons avec des petites arêtes comme ça, assez nombreuses et qui quand même honnêtement gâchent un petit peu la dégustation. Donc autant les enlever pour qu'on ait vraiment quelque chose d'agréable en bouche et fondant. Et il faut savoir que les arêtes ne vont pas jusqu'au bout. On a à peu près 3/4 du filet où on a ces petites arêtes transversales. Il suffit voilà, d'y aller délicatement, on passe le doigt et on sent qu'on n'a plus rien. Alors pour nos amis gourmets, c'est un demi-filet par personne? Ça dépend après, alors ça dépend de la taille de la truite. Oui. Bon là, on a quand même des jolis filets. Oui, là, et donc voilà, on va mettre un filet par personne. C'est ça, hein. d'accord. Mais on pourrait avoir des filets un peu plus petits et on resterait dans la même proportion. On pourrait en mettre 2, ça dépend. Et on peut avoir des truites beaucoup plus grosses. Est-ce qu'il y a une différence de goût entre une truite beaucoup plus importante et une plus petite truite? Ouais, la maturité et alors, du poisson. la taille qui est idéale, c'est un peu celle-ci? Pour moi, c'est un peu ça. Hein. C'est, en grammage, ça là, fait... c'est un filet de 200 grammes. D'accord. 200 grammes. Donc la truite qui fait à peu près 500-600 grammes? Voilà, non paré, ça fait à peu près 250 grammes. D'accord. Le filet. Et voilà, là, on a une belle taille pour avoir un beau produit. Et puis bon, après, si on prend plus gros, c'est pour le travailler autrement. On va le travailler en darne, on va le travailler en pavé. Là, vous allez voir, sur ce filet-là, on va utiliser que la partie du dos. Donc la partie vraiment la meilleure du produit. Et toute la partie ventrale et l'extrémité de la queue, on la réserve. Et bien sûr, ça ne part pas à la poubelle, mais ça peut être l'objet de faire une petite préparation pour faire une petite mise en bouche, une petite mousseline de poisson, ou on peut en mettre ça dans une petite salade. Voilà, enfin, il y a toujours, le produit sera utilisé jusqu'au bout. Là, on va se servir que du dos, mais ne croyez pas que je ne vais pas. Pour des raisons esthétiques. Oui, parce que voilà, je veux quelque chose de précis. Je veux quelque chose de on va dire géométrique. Donc voilà, la partie ventrale que je vais enlever est une partie qui est légèrement incurvée. Donc je ne vais pas avoir la même épaisseur de cuisson
Très bien. Donc voilà, c'est pour vraiment caler quelque Avoir une chose cuisson de, parfaite. voilà, caler quelque Et chose quelque chose de propre. Donc le filet, je l'ai désarrêté. On va le parer. Donc comme je viens de vous le dire, on va garder que le dos. Donc je vais enlever toute la partie ventrale. Voilà. Donc Ça, on réserve. ça, Voilà. on met de côté. Là, je vais couper la taille que je souhaite. Voilà. Et puis là, je vais finir pour donner. Donc, vous voyez, vous avez Ouais. un petit bord De graisse. de Oui. poisson. Le gras de poisson, c'est pas forcément très très bon. C'est pas très agréable. Enfin, personnellement, pour vous donner une image, ça a souvent le goût de l'huile de foie de morue. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas Des mauvais gustativement, souvenirs de notre enfance. un petit peu, Hein, voilà. voilà. Même si bon, on n'a quand même pas une génération où on a eu à se plaindre à ce niveau-là. Mais il y en a qui raffolent de ça, hein, mais Ouais. voilà, c'est pas mon cas. Voilà. Et donc là, on a un joli pavé, un dos de Voilà, un dos de de truite. truite, donc que je vais réserver et qu'on mettra, voilà, en cuisson tout à l'heure. Donc ensuite, on va préparer nos asperges, donc asperges vertes. Donc là, elles viennent de Saint-Thomé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va les éplucher. Alors deux techniques pour éplucher une asperge. Le petit truc, c'est si je mets mon asperge, je vais m'expliquer. Si j'épluche mon asperge comme ça, il y a 90% de chances que mon asperge en cours d'épluchage, elle se casse. Donc je vais mettre un récipient à l'envers et je vais mettre comme ça. Et mon asperge restera toujours à plat. Voilà. Pareil, à quoi reconnaît-on une bonne asperge? Alors une bonne asperge, elle doit être ferme. Oui. Bien. Donc l'asperge, c'est une pousse. Hein. Si on laissait pousser l'asperge, on aurait des grandes ramifications de feuilles et tout. Donc il faut que les inflorescences soient bien compactes à la pointe de l'asperge. L'asperge verte est souvent légèrement courbée parce que justement elle commence à aller en maturité. Et puis voilà, bien ferme, pas flétrie, pas ridée. Ensuite, je vais enlever quand même la partie, le côté racine qui est toujours un peu sec, un peu, qui a pris un peu le frigo. Et je vais faire des petits tronçons comme ça. Et après, je coupe mon asperge de cette façon-là. Donc vous l'avez bien compris, c'est la partie basse de l'asperge. Voilà. Et ces petites lamelles, je les recoupe encore pour en faire donc une mirepoix. Des petits bâtonnets, voilà. Et on va tailler donc une petite mirepoix qui nous servira à faire notre risotto dans quelques instants. On va couper notre brunoise. Alors, le taillage de la brunoise et le choix de la taille, il est voulu pour avoir une cuisson rapide, une cuisson uniforme et avoir une belle texture. C'est-à-dire que je veux pas quelque chose qui soit... je veux du croquant. C'est ça, le croquant. Je veux du croquant. Donc il faut que l'asperge puisse aller vite en cuisson. Et je les mets avec la préparation que j'avais fait au préalable pour gagner un petit peu de temps. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la base du risotto. Donc ça c'est la base du risotto. On a nos petits radis qu'on va retravailler un petit peu. Alors ces radis viennent de Saint-Thomé également. Saint-Thomé. Donc là je garde volontairement les petites femmes pour avoir une petite pointe sympathique hein, dans l'assiette. Donc là en ce moment c'est les premiers radis. C'est les tout premiers, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont tout péqueños là, c'est les tout premiers. Et bon voilà, ça c'est pareil, on est en plein dans la période de consommation. Et c'est vrai qu'on a tendance à les manger crus, mais cuisinés d'une manière courte, c'est sympa aussi. D'accord. Hein. Donc là, je vais les couper en deux. Pour ceux qui sont un peu plus gros, donc là, c'est moi qui jauge en fonction de la taille. Et ça, on les fera cuire dans un tout petit fond d'eau avec une petite noix de beurre et une pointe de sel. À part du risotto, pour pas avoir un mélange de couleurs et de saveurs. Très bien. Et après, on agrémentera dans l'assiette, mais au moment, donc, dans l'esprit plutôt montage. Comment tu t'inspires justement au quotidien de ta cuisine?
C'est une réflexion. Oui, c'est beaucoup Réflexion de saison. c'est beaucoup de réflexion. C'est le produit qui souvent décide le plat ou l'envie de plat. C'est aussi pourquoi tout ce qui rentre dans la cuisine de l'auberge, c'est moi qui l'ai choisi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un bureau avec mon téléphone à passer mes commandes. Ça, c'est vraiment un point d'honneur que je me donne. Donc, des petits producteurs, je vais les voir, on échange, on prépare des programmes, des plans. Là, avec Hélène, on a une saison d'avance, on sait comment on va un peu fonctionner pour cet été, ce qui me permet d'anticiper un petit peu les recettes. Après, tout ce qui est essai, tout ce qui est un petit peu entre guillemets laboratoire d'essai, on a deux axes. On a une journée par mois, une demi-journée exactement par mois avec mon bras droit où on prend le temps de dire on va partir sur tel thème et on va essayer de dégrossir ce thème-là. Et on fait aussi à l'auberge ce qu'on appelle le menu carte blanche ou la table du chef. Et là, c'est cuisine où le client vient, ne sait pas ce qu'il va manger. Donc c'est vraiment de la cuisine de l'instinct. Chaque table va manger un truc totalement différent de la fois d'avant. Et ça me permet de faire des essais. D'accord. Voilà. En fait, voilà, c'est un petit peu le champ d'exploration qu'on peut avoir. Et avec la table du chef, l'avantage, c'est que je peux échanger directement avec le client. Et il me dit si ça lui plaît, s'il y a un point où on verrait peut-être ça autrement. Voilà, ça permet d'avancer. Tu parles beaucoup de ton équipe. Quelque chose d'important pour toi? Ah ben, c'est capital. Un chef Un chef sans équipe, c'est un cuisinier. C'est ça. Voilà. Donc, ouais, c'est très important. On ne pourrait pas proposer la cuisine qu'on fait à l'auberge si j'avais pas les jeunes qui m'entourent et qui partagent la passion de ce métier et que j'essaye de faire partager un petit peu ma vision de mon travail et de ma cuisine. Ouais, c'est très important, l'équipe. Très, très important. Parfait. On va préparer une petite échalote ciselée pour le risotto et une autre pour préparer le beurre blanc pour la truite. Pour la truite, pour faire la sauce. Voilà. Donc, voilà. Donc le plus fin possible. Alors le plus fin possible, toujours une question de diffusion des goûts et rapidité de cuisson. Et là, il faut que les échalotes, là ça va être pour le beurre blanc, mais les échalotes que je vais faire pour le risotto, il faut qu'elles puissent être fines et qu'elles puissent fondre dans la cuisson. En fait, ça, on va les faire revenir un petit peu. Il ne faut pas qu'elles sont là juste pour souligner, pour apporter un petit peu de goût, mais il ne faut surtout pas qu'on les sente à la dégustation et à la mâche. Donc là, tes préparations sont faites. Là, les préparations de base sont faites. On va juste finir avec la petite chiffonnade de panais, de feuilles de panais. Voilà. Donc on va... Alors bien sûr, on enlève un petit peu les parties côtes, hein, on garde vraiment que la feuille. Donc on fait... on va préparer comme un petit cigare. Voilà. Ça c'est pareil, elles vont être cuites ou c'est cru? Ça va être cuit. D'accord. Ça va être cuit et on va faire fondre donc dans la casserole pour le risotto. On va faire fondre les échalotes. Derrière, on va mettre ces petites feuilles de cette petite chiffonnade de panais qu'on va assaisonner avec une petite pointe de bicarbonate de soude qui a deux atouts. Le premier, c'est de garder la chlorophylle du produit, c'est-à-dire qu'on va garder un produit très vert. Très vert, oui. Et le deuxième, c'est que le bicarbonate de sodium fait fondre la cellulose du légume, donc on va avoir une cuisson très rapide. Et ça va m'apporter une coloration de mon jus de cuisson du risotto. Très bien. Voilà. Donc cette fois-ci, on est prêt. Voilà. Voilà. Alors avant de réaliser la cuisson, parle-nous un peu des toqués d'Ardèche. Ah, les toqués. Les toqués. Les toqués d'Ardèche. Les toqués d'Ardèche, c'est une super belle aventure humaine. Donc voilà, un petit mot d'histoire des toqués. Ça remonte à maintenant 5-6 ans, avec trois collègues restaurateurs et cuisiniers passionnés. On faisait beaucoup de démonstrations et à chaque fois qu'on faisait les démonstrations, on avait l'habitude de s'appeler les toqués d'Ardèche parce qu'il y a un double sens, le côté toqué avec la toque et puis un peu barjot, parce que dans ce métier-là, il faut être un peu fêlé du casque pour avancer. Voilà, ça fait partie un petit peu de nos fondamentaux. Et on a eu envie de constituer quelque chose d'un petit peu plus cadré, structuré.
Donc on a créé l'association des toqués, aujourd'hui on est 7. Alors dans les scoops, l'association en 2016 va s'agrandir. Très bien. On a déjà 2 candidats sérieux qui vont certainement nous rejoindre. C'est un petit peu trop tôt. Puis là, j'ai pas ma casquette toquée pour en parler, donc on va garder ça pour une fois prochaine éventuellement. Évidemment. Mais voilà, le but c'est d'être des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs de notre profession, de notre département, et tout ce qui nous nourrit, donc les 7 actuels, c'est cette volonté de travail avec le circuit court. Le petit producteur, proche du restaurant, avec de la fraîcheur, du travail en cuisine, du professionnalisme et puis de la passion. Voilà. Très bien. Vous avez d'ailleurs écrit un livre. On a écrit un livre, La cuisine des toqués d'Ardèche, où on a choisi 7 produits emblématiques du département, avec l'aide de 7 producteurs de ces 10 produits. Et on a fait chacun 5 recettes, donc c'est un bouquin avec 35 recettes. Et avec chacun, l'avantage des toqués, on est 7 cuisiniers, 7 chefs patrons, et on a tous notre personnalité en cuisine. Et vous pouvez prendre par exemple un produit, vous allez avoir 5 recettes sur ce produit par 5 chefs, il n'y a pas une recette qui va se ressembler. Et pourtant le produit est le même. Et ça c'est toute la magie de la cuisine. L'être humain, c'est ce qui va tout transformer. J'ai une sensibilité qui va être différente de mon voisin, qui va être différente de la tienne, et ça va se retrouver, ça va se ressentir dans le plat. Et c'est ça qui est important, c'est que les clients quand ils viennent dans nos maisons, ils ne veulent pas manger ce qu'ils pourraient manger à la maison ou quotidiennement au travail. Donc il faut qu'on les fasse rêver, il faut qu'on leur vende un petit peu du rêve, du voyage, et puis c'est le gros travail. Donc là, on va faire... Donc le beurre doit rester blond. Voilà, blond, pas de coloration. D'accord. Les petites échalotes qu'on a préparées tout à l'heure. Donc le beurre là, on le voit, il est à peine fondu. Voilà. Il ne faut surtout pas de coloration. Donc là, je travaille sur une induction, donc il faut être très vigilant. Très vigilant, oui. Les ménagères ont l'habitude plus que moi, mais ça va très vite avec l'induction. Hein, donc voilà. Donc mes échalotes sont gentiment suées. Ah oui, donc c'est très rapide en fait. Voilà, c'est très rapide. Puis là, après, ça va continuer à cuire avec donc ma petite chiffonnade de feuilles de panais. De feuilles de panais, oui. Donc la petite pointe donc de bicarbonate de soude. Et on va mettre nos asperges. Donc là, je vais respecter juste une proportion par rapport à la quantité de... Donc tout ça très très rapidement, hein, je vois. Voilà, là maintenant, ça va cuire un petit peu plus doucement. Un peu plus. Donc évidemment derrière l'écran on ne peut pas sentir, mais il y a une odeur très très agréable. Ce sont les feuilles de panais. Bah, oui, c'est l'ensemble hein, en fait, c'est le mélange entre l'échalote, le panais, l'asperge qui arrive, le beurre. Et là je vais mettre une pointe de sel normale hein, pour l'assaisonnement. Très bien, oui. Voilà. Et le poivre dans cette histoire? Non. Pas de poivre. Pas de poivre. Pour quelle raison? Parce que pour moi ça n'a rien à faire dans le plat. D'accord. Sur ce plat là. Donc on peut cuisiner sans poivre. Ah bien sûr, complètement. Là il faudrait que, voilà, dans ce que je veux mettre en avant sur la recette, le poivre n'apporterait pas grand chose. D'accord. On est dans des goûts subtils, l'asperge c'est quelque chose de subtil, oui. La truite ça va être pareil, le beurre blanc qu'on va faire c'est une sauce qui est très douce, qui est tout en rondeur. Donc voilà, on va réveiller, je garde un petit peu le côté peps avec pour la fin. Très bien. Donc ça on va laisser cuire combien de temps? Là on va le laisser encore 1 ou 2 minutes. Je vais le mettre de côté et on le remettra à chauffer au moment du dressage. D'accord. Donc on doit rester sur un légume croquant. Voilà. Croquant mais cuit. Voilà. Hein, ça c'est important. Et là on a une belle couleur verte. Voilà, là on est très bien. On va le laisser. Parce que là, le temps qu'il refroidisse, ça va continuer un petit peu à cuire. Donc là, on va lancer la petite cuisson de nos radis, pardon. Donc là, tu disais tout à l'heure, donc de l'eau, du beurre. Voilà, petite noix de beurre, un petit fond d'eau, mais alors vraiment un petit fond. Une petite pointe de sel. Je vais faire fondre l'ensemble. Donc parallèlement, je vais commencer
à mettre mes échalotes dans cette casserole. Pour le beurre blanc. Pour le beurre blanc, qui s'appelle aussi en cuisine beurre nantais. On va mettre du vin blanc. Donc réduction échalote vin blanc. Voilà, donc on pourrait y mettre un petit peu de poivre mignonnette dedans. Mais là, donc volontairement, je ne mets pas de poivre. Donc là, voilà, mon mélange au beurre est fait. Je mets mes radis. Et on va laisser faire ça tranquillement. Donc là, j'ai allumé un petit peu là. Voilà, on va laisser cuire et pour gagner du temps, je vais lancer en même temps donc le beurre blanc. Donc on va faire réduire, pas complètement à sec, on va garder un petit peu de liquide. Et après, on va faire donc monter le beurre blanc. Le beurre blanc, c'est une émulsion instable, puisqu'on n'a pas d'éléments fixants, tel un jaune d'œuf si on faisait une béarnaise ou une hollandaise, des choses comme ça. Donc voilà, c'est que de l'émulsion, le liquide avec le beurre, pas trop chaud après parce que ça va se décomposer. Il faut que ça soit quelque chose de très crémeux, très beurré. Donc au début, je vais amorcer ça. Donc j'ai pas fait réduire à fond. Hein. Oui. Donc j'amorce doucement mon émulsion. Alors il y a un sens, on parlait du 8 avant. Oui, on parle toujours du 8. Du 8, c'est ça, voilà. Donc là, le beurre blanc est en train de prendre une jolie texture. Là, il est en train de se faire. De se monter, voilà, tout simplement. Assez rapidement quand même. Oui, et donc là, la petite pointe de sel. Je mets sur le côté et je revérifierai l'assaisonnement tout à l'heure parce que là mon sel va continuer à se dissoudre dans le beurre. Donc là, on va commencer vraiment à passer aux choses sérieuses. On va envisager la cuisson de la truite. Donc, hop, un petit peu de beurre. Donc un peu d'huile. Un peu d'huile. Alors l'huile a pour but, le point de fusion du beurre est beaucoup plus bas que celui de l'huile. Donc il va brûler beaucoup plus vite. En mettant un petit peu d'huile, on remonte un petit peu ce point de fusion. Un peu, voilà. Et c'est plus commode en termes de travail. Très bien. Donc là, je vais travailler avec un petit morceau de papier sulfurisé pour mettre mon poisson dessus, pour ne pas le mettre en contact directement avec mon récipient de cuisson. Tout ça juste pour des commodités pour travailler après. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc le beurre qui commence à mousser. Voilà. Et là, on va mettre notre poisson. Et on oublie le fait qu'on ait mis un papier. Le papier va juste me permettre d'éviter que ma peau accroche sur la poêle. Oui. Et quand je vais le retourner, je vais pouvoir enlever le papier, puisque c'est un papier sulfure, donc il ne va pas accrocher. Et j'aurai une jolie peau. D'accord. Il n'y aura pas de manquant et ça jouera dans l'esthétique du plat. Donc dans le cadre de ta recette, c'est la cuisson sur la peau. Voilà, c'est la cuisson sur la peau. Donc là, le but étant de régler la cuisson et la température pour ne pas avoir à tourner le poisson. Donc le seul truc que je peux faire, c'est nourrir mon poisson régulièrement pour gagner justement en temps. Et en même temps, en faisant ce geste-là... Donc c'est une cuisson unilatérale. C'est une cuisson unilatérale, ouais, tout à fait. Alors j'aurais pu l'envisager à la plancha. Oui. Je suis parti sur cette cuisson-là parce que bon, je me suis dit qu'à la maison, tout le monde n'avait pas une plancha. Ouais. Donc c'était plus pratique et plus proche de la vérité. Mais alors pour nos amis qui sont derrière l'écran, qui eux vont se demander quand est-ce qu'il est cuit, il n'est pas cuit, trop cuit, pas assez cuit. Ben, je serais tenté de dire ça va dépendre du goût de chacun. D'accord. C'est-à-dire que objectivement, un poisson comme ça, je pourrais stopper la cuisson maintenant, il pourrait être bon et agréable à déguster. On aurait un poisson qui ne serait pas cuit à l'intérieur, légèrement un peu comme un bleu dans une viande. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut. Donc bon, il faut quand même au moins 5-6 minutes de cuisson, quoi qu'il en soit. Hein. Le but, c'est quoi? Le côté peau soit bien cuit.
Parce que moi, je fais partie des gens qui aiment bien manger la peau croustillante des poissons. Maintenant, bon, il y en a qui vont l'enlever. Donc après, ça c'est... Et si la peau est mal cuite, on ne pourra pas l'enlever. Hein. Très bien. Donc, Alors voilà. Donc le là, tu as dressage. fait le choix d'une assiette. Voilà, On peut retrouver ici chez Matal. Hein. complètement. Voilà, ce sont des assiettes. Complètement. Ouais, ouais, tout ce que j'ai utilisé en termes de matériel se retrouve dans les établissements Matal. Donc voilà, j'ai pris ce choix. C'est un choix comme ça, très arbitraire. Bon, déjà une assiette ample qui me permettra d'avoir un petit peu de lecture sur le dressage. On va y apporter un petit peu en dehors des couleurs que j'ai prévues dans la recette, j'ai fait ce que j'appelle une petite chlorophylle d'épinard. Alors un petit mot sur la chlorophylle d'épinard, c'est un coulis. C'est un coulis d'épinard. Des feuilles d'épinard cuites dans de l'eau bouillante, salée, toujours bicarbonate pour les mêmes raisons, le verre et la fonte, mixées dans un blender. Et ça nous fait une texture qui peut permettre de colorer une sauce, qui peut permettre, comme je vais le faire tout à l'heure. On dirait presque un coulis de tomate, mais vert. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est Hein. un coulis vert. Hein, voilà. Donc on peut faire ça avec des épinards, on peut faire ça avec des feuilles de consoude, on peut faire ça avec des feuilles de blette. Après, tout est déclinable et envisageable. Le dressage, donc Voilà. cette petite chlorophylle. Voilà. Donc, hop. Et là, pour que nos amis puissent bien voir. Voilà. Alors ça, ce sont des choses extrêmement tendance, ce coup de pinceau. On voit énormément ça dans les émissions de Donc là, cuisine, c'est très joli. le risotto. Donc dans un cercle. Dans un cercle pour lui donner une forme géométrique régulière qui ne part pas dans tous les sens. Donc les radis à Là, présent. les petits radis. Qu'on va planter un petit peu comme si on peu. était dans le jardin. Un petit jardin, oui. Donc je les sors un petit peu avant pour ne pas mettre trop de jus de cuisson. On en parlait tout à l'heure en préambule de l'émission, mais est-ce que tu as justement un plat signature? Est-ce que tu as un mets particulièrement que tu aimes faire? Une recette de ta grand-mère, de ta mère? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes comme ça? Voilà, il y a plusieurs questions là. Il y a plusieurs questions. Il Oui. y a plusieurs questions. Alors, vas-y, réponds à celle que tu souhaites alors. Faut me les écrire là. Est-ce que tu as... Non, le plat signature, alors on en a discuté un petit peu au début Oui. En off. Le plat signature, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir un plat signature parce que j'ai une cuisine de saison et je me force et je m'oblige à jamais refaire le même plat d'une saison à l'autre. Et ce, depuis 10 ans qu'on a le restaurant. Donc je n'ai pas vraiment un plat qui va revenir, à part éventuellement le lièvre à la royale, mais ce n'est pas un plat à moi, c'est un grand classique de la cuisine française que je remets tous les automnes et j'ai fait l'impasse l'automne dernier volontairement pour recréer le manque et de réattendre que la clientèle le demande. Mais sinon, voilà, j'ai des produits que j'aime beaucoup travailler. J'aime beaucoup travailler le poisson, j'aime beaucoup travailler tout ce qui est produits de la mer, parce que j'ai eu aussi, historiquement, dans mon parcours, beaucoup plus travaillé sur les bords sur les côtes françaises que dans les terres. Et voilà, après, j'aurais tendance à dire, voilà, moi, le plus important pour moi, c'est le bon produit. D'accord, très C'est bien. le bon produit. Et retraduire ce que je disais tout à l'heure un petit peu d'une manière courte, le plat de grand-mère ou de maman ou de tatan, c'est impossible. On va toujours essayer de se rapprocher, mais je pense qu'après, il y a tellement d'imaginaire qui fait qu'on ne retrouvera jamais ce qu'on imagine. Donc voilà, j'y vais même pas. Je reste avec ça. Donc, Alors la partie craquante. notre petit jardin, on va mettre notre poisson. Donc l'élément principal. Donc on central. va juste pour éviter des petites souillures, juste le tamponner dans le... Voilà.
Donc on le sert la peau Voilà, visible. Peau visible. Ensuite, alors ça, c'est un petit peu le craquant du plat. C'est des petites tuiles de riz. Donc c'est très simple, du riz à sushi. C'est un riz qui est relativement gluant, surcuit. Donc là, on l'a parfumé avec du curcuma pour la couleur. Et on l'étale entre deux feuilles de papier, de feuilles silpate. Donc comme on est tous des passionnés de cuisine, tout le monde sait de quoi je parle. Et on le met à sécher plutôt que cuire dans un four entre donc deux feuilles de silpate. Et voilà, après ça nous fait des petites galettes de riz craquantes. Donc là, j'ai pris le parti de l'aromatiser au curcuma, mais on pourrait totalement l'aromatiser avec autre chose, hein. Donc la cuisine est un art. Donc voilà. Ensuite, on va y mettre quelques petites touches végétales. Donc là, on est sur des petits cresses. Donc c'est des pousses. Là, c'est un vénécresse. C'est de la famille de l'oseille. Donc ça va nous apporter une petite note d'acidité. Et là, on va mettre notre petite chips. Donc là, c'est vraiment un plat à faire actuellement, notamment avec l'asperge. Mais après, la truite se mange. Il y a une saison, des saisons? Non, la truite, non, faut être honnête, hein, ça c'est pas de la truite de pêche, c'est une truite de pisciculture. Je vais faire un petit focus sur la pisciculture Font-Rome, avec qui je travaille beaucoup, qui fait de très bons produits. Ils ont donc l'avantage d'être albenaciens, et ils ont surtout l'avantage d'avoir des bassins qui sont alimentés par une source. Et donc on a une qualité de produit qui est franchement top. Et aujourd'hui, pour pouvoir alimenter un restaurant avec de la pêche, de truite de pêche, ouais, c'est compliqué. il faut se lever le matin. Donc là, on va mettre notre petite touche aillée. Donc ça, c'est des fleurs d'ail sauvage. Donc autant j'ai une assiette, mais les fleurs, je pourrais vous laisser goûter. Vous verrez, c'est assez bluffant. Et la puissance que ça a. Ça se trouve, on arrive à le trouver où ça, quand tu parles de fleurs sauvages aujourd'hui? Et bien ça, donc c'est ma maraîchère qui me fait beaucoup de cueillettes sauvages. Donc ça, elle va surtout pas me dire où elle va le ramasser, mais c'est dans dans les environs de Saint-Thomé, Alba et voilà, proche du restaurant. Voilà donc pour l'ail sauvage. Et là, on est sur la fleur de moutarde. Ouais, ça sent vraiment l'ail, hein. Ah puis là, tu vas l'avoir dans le palais pendant un moment, hein. Ah non, je n'ai pas encore goûté. La sauce principalement, toujours en saucière? Ouais, de préférence Pour le côté graphique de l'assiette. Voilà, d'accord. Hein, pour le côté graphique de l'assiette. Donc là, toujours un petit contrôle de l'assaisonnement. Donc on remet en température le beurre blanc. Et là, on est très bien. Très bien. Donc là, on va remettre un petit peu en température, comme tu viens de le dire. On va le... Donc voilà, la saucière. Voilà. Et là, on va enlever le cercle. le petit cercle. Voilà, magnifique. Je pense qu'on peut l'applaudir, Voilà. hein, parce que voilà, on va profiter qu'il y a des amis gourmands qui sont venus. Donc voilà, le vin. Parlons du vin. Le vin. Eh bien, écoute, je t'ai amené quelque chose Bon de près. voilà, allez, parlons du vin. Je savais que tu allais me poser la question. Ben voilà, tu vois, tu as anticipé.
Alors, Donc je t'ai emmené cette cuvée imaginaire de mes amis Benoît Rassure-nous. Salel. elle est bien réelle. Écoute, tu vas me le dire. D'accord. Benoît Salel et Élise Renaud, vignerons en Ardèche, du côté de Faugères. Ils font un travail remarquable. Ça, c'est une cuvée qui est une cuvée 100% Roussanne. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Oui. j'ai fait ce choix en accord et en appui avec mon épouse pour des raisons très, très simples. C'est donc 100% Roussanne. On est sur des notes florales, même voire un petit peu miel. Et en dégustation, on est dans des notes beurrées. D'accord. Et donc, c'était un accord avec le côté beurre nantais et la douceur du plat. Donc, plutôt que d'en parler, Oui. on va déboucher la bouteille. Je vais prendre juste voilà, ce tire-bouchon. Voilà, Benoît et Élise qui sont souvent intervenus avec moi dans mes cours. Et voilà, c'est un couple hein, de passionnés. Et ils font un travail remarquable. Et on ne le dit pas souvent, mais c'est vrai qu'ils ont des conditions de travail des fois. Et Élise et Benoît, ils travaillent dans des conditions. Par exemple, cette cuvée-là est travaillée et vendangée à la main, évidemment. Et méthode vigneronne, donc en fût du début à la fin. Très bien. On termine l'émission. Remercier Pierre Humbert et toute son équipe de chez Matal de nous avoir accueillis aujourd'hui. La prochaine émission, ce sera avec Nani. C'est la table, la maison de Nani, c'est à Joyeuse. Ce sera la prochaine émission. En tout cas, Richard, merci infiniment de cette première. Merci Franck, je suis Nos ravi amis d'avoir. sont venus aujourd'hui, sont en train de déguster ton plat. Et puis à très vite dans ton restaurant et ailleurs. Et ailleurs. Pour Voilà, de nouvelles on va aventures. peut-être trinquer. Franck, Santé. santé Merci. et vive l'Ardèche. À bientôt les amis. Santé. Santé. Thank you.